Bienvenue dans cette nouvelle exploration captivante d'un nouveau lieu troublant et énigmatique en Angleterre. Ce lieu est connu sous la maison la plus hantée d'Angleterre, Burley Rectory. Cette demeure victorienne construite en 1862 fut le théâtre de récits fascinants, mêlant phénomènes paranormaux, apparitions fantomatiques et événements terrifiants. De l'histoire tragique d'un amour interdit à la légende d'une nonne enterrée vivante, en passant par les témoignages glaçants des habitants et les enquêtes paranormales menées par le célèbre Harry Price, Burley Rectory est un lieu où le mystère semble s'inviter à chaque recoin. Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre un peu les légendes, les preuves collectées, ce qui s'est plus ou moins passé. Ce qu'on aimerait vraiment savoir, c'est que s'est-il passé derrière ces briques rouges. Préparez-vous à entrer dans un univers où l'invisible pourrait bien croiser le chemin des vivants. Le village de Borley, niché dans la campagne de l'Essex en Angleterre, aurait pu être un lieu sans histoire, oublié par le tumulte de l'histoire. Pourtant, une demeure y attira l'attention du monde entier. Le presbytère de Borley, ou Borley Rectory, construite en 1862 par le révérend Henry Dawson Ellis Bull, la maison était destinée à accueillir sa famille nombreuse et à servir de centre spirituel pour la paroisse. Avec ses murs de briques rouges et ses nombreuses fenêtres, elle avait tout de l'architecture typique victorienne. Cependant, dès sa construction, des événements troublants commencèrent à se produire. Les habitants racontèrent qu'avant même que la première pierre ne soit posée, le terrain était l'épicentre de légendes locales. On murmurait qu'un couvent médiéval se tenait là, et que l'amour interdit entre un moine et une nonne s'était terminé de manière tragique. Le moine fut exécuté, et la nonne, condamnée à une mort lente, fut enterrée vivante dans les murs du couvent. Ce conte morbide, bien que jamais vérifié, fut l'une des premières explications des phénomènes étranges qui allaient marquer Borley Rectory. Henry Bull et sa famille ne tardèrent pas à rapporter des bruits inexpliqués, des pas dans les couloirs vides, des chuchotements sans source identifiable. Henry Bull lui-même mourut en 1892, vraisemblablement d'une crise cardiaque, bien que certains aimèrent à croire que l'atmosphère oppressante de la maison y avait contribué. Certains membres de la famille prétendirent avoir vu une figure éthérée d'une femme en habit de nonne, errant silencieusement dans le jardin. Henry, loin de s'inquiéter, aurait considéré ces apparitions comme un divertissement et aurait installé un kiosque dans le jardin, en plaisantant qu'il était là pour observer les visiteurs invisibles. Avec la mort de Henry en 1892, le presbytère passa à son fils, Harry. Les manifestations paranormales, loin de diminuer, semblèrent de gagner en intensité. Les domestiques, souvent terrifiés par des coups soudains sur les murs ou des objets se déplaçant seuls, quittèrent leur poste. Les récits des étranges événements à Borley Rectory commencèrent à se répandre au-delà des limites du village. Une nonne, un moine, un amour inconditionnel et en même temps un amour interdit, qui posera les premières bases d'une terre maudite. Alors, la famille Dawson connaissait peut-être pas cette légende. Ils ont construit leur presbytère, Burley Rectory. Une autre légende arriva avec la mort de Henry Dawson Ellis Bull. Cette légende était que sa femme l'a tué, mais on ne le saura jamais. Rentrons maintenant dans le chapitre 2 de cette deuxième famille qui occupa les lieux. En 1928, après plusieurs décennies de rumeurs et de superstitions, la famille Smith emménagea dans le presbytère. Le révérend Guy Eric Smith et son épouse Mabel espéraient trouver dans cette maison un havre de paix. Leur désillusion fut rapide. Des clochettes retentissaient sans que personne ne les actionne. Des objets disparaissaient pour réapparaître à des endroits improbables, et des écrits incompréhensibles apparurent sur les murs. Les nuits étaient ponctuées de bruits angoissants, des coups sourds sur les murs, des pas dans les couloirs vides, et le frisson glaçant d'une présence invisible. Mabel Smith racontait souvent avoir ressenti une pression sur sa poitrine, comme si une force invisible cherchait à l'immobiliser. Le point culminant de leur expérience survint lorsqu'ils découvrirent, en nettoyant un placard, un crâne humain. Cet événement ajouta une dimension macabre à leur séjour, qui se termina prématurément par leur départ après des nuits d'insomnie et d'angoisse.
Ils quittèrent le presbytère après moins d'1 an, laissant la place à une nouvelle famille. Et ils trouvent le crâne. Humain. Pas d'animaux, mais humain. Ce crâne nous rappelle quand même à une peur ancestrale. Quand on trouve un crâne humain, ça nous rappelle quoi? La mort. Il fuit donc la mort. C'est ce que j'aurais fait. Ce n'est pas les bruits, ce n'est pas les clochettes. Non, le crâne qui symbolise la mort. La première question qui peut nous venir à l'esprit, c'est comment ce crâne s'est-il trouvé là? Bon, on ne sait pas, on ne saura jamais. Voilà. 1929, il quitte donc Borley Rectory. Guy Rick Smith meurt quelques années plus tard, ce qui n'a aucun rapport avec la maison. De ce côté-là, on est bon. Mabel, elle, de son côté, pendant qu'elle était déjà dans le presbytère, avait écrit à des journaux pour expliquer ce qui se passait. Un journal a retenu l'intention d'une personne. Cette personne va intervenir plus tard dans l'histoire, mais sachez qu'elle est déjà en train d'enquêter sur ce qui se passe. Pour l'instant, nous arrivons en 1930. 1930, avec l'arrivée d'une nouvelle famille. Marcus, tu peux nous expliquer? La famille Foyster, dirigée par le révérend Lionel Foyster et son épouse Marianne, s'installa dans la maison en 1930. Ce fut durant leur résidence que les activités paranormales atteignirent leur apogée. Lionel, homme pieux et rationaliste, fut d'abord sceptique face aux récits des précédents habitants. Toutefois, il ne tarda pas à devenir un témoin direct des étrangetés. Les événements prirent une tournure plus personnelle avec Marianne. Elle rapporta de véritables agressions. Étranglements par des mains invisibles, chutes inexplicables, claques soudaines. Elle décrivit également des sensations d'étouffement et des murmures qui semblaient en venir de tout autour d'elle, comme si les murs eux-mêmes murmuraient. La peur s'empara d'elle chaque nuit, lorsqu'elle entendait des grattements sur le sol et des portes qui s'ouvraient lentement, sans qu'aucune main ne les touche. Des écrits firent leur apparition sur les murs, rédigés dans une écriture inconnue, contenant des phrases telles que « Marianne, aide-moi » ou « Marianne, pourquoi restes-tu ici ?» Ces messages semblèrent adresser directement une force malveillante à Marianne, augmentant son sentiment d'isolement et d'angoisse. Lionel entreprit de pratiquer des exorcismes dans l'espoir de mettre fin au phénomène. Ces tentatives semblèrent, au contraire, aggraver les manifestations. Des objets lourds furent projetés à travers les pièces, des fenêtres explosèrent sans raison, et des voix furent entendues appelant Marianne par son nom. Ces expériences, couplées à la santé mentale et physique déclinante de Lionel, poussèrent finalement la famille à quitter les lieux en 1935. Pardon, j'étais encore avec mon crâne. 1935, le départ de la famille Foster. Je rappelle, arrivé en 1930, 5 ans dans la même maison, 5 ans à subir des attaques, des claques, des cris, des rires, des écritures sur le mur. Je le rappelle. Tout ceci me fait penser que, personnellement, je n'aurais pas tenu 5 minutes. Alors qu'on est sceptique ou qu'on n'est pas sceptique, soit on est en 1930. Il n'y a pas de technologie comme aujourd'hui pour simuler un rire, un bruit ou autre. On est en 1930. Personne, je pense, ne viendrait à l'idée de dire « Tiens, j'ai fait un fou rire ». En plus, il n'y a personne pour écouter. Ce serait bête. 1935-1937, la maison n'est pas habitée. À partir de là, quelqu'un lourd à cette maison. Qui est-il? D'où vient-il? Ce formidable héros des temps nouveaux? Marcus? En 1937, Harry Price loua Borley Rectory pour mener une enquête approfondie. Il réunit un groupe de volontaires pour surveiller et documenter les phénomènes. Parmi les événements observés figuraient des cloches sonnant sans intervention humaine, des ombres mouvantes et des objets se déplaçant seuls. Une femme en habit de nonne fut également aperçue, traversant un couloir avant de disparaître dans un mur. Un soir, alors que le groupe était rassemblé dans la salle à manger, une pierre fut soudainement projetée à travers la pièce, sans qu'aucune source apparente ne puisse être identifiée. Cet incident, rapporté par plusieurs témoins, renforça la crainte que quelque chose de malveillant se trouvait dans la maison. Un autre incident marquant survint lorsque des inscriptions mystérieuses apparurent sur les murs devant les yeux d'un volontaire. Ces mots, écrits dans une écriture tremblante, semblaient adresser une demande d'aide désespérée, ajoutant une dimension encore plus terrifiante à l'atmosphère.
Harry Price consigna ses observations dans The Most Haunted House in England, un ouvrage décrivant en détail les manifestations les plus marquantes. Il rapporta aussi des inscriptions mystérieuses apparaissant sur les murs et des témoignages de volontaires, certains décrivant des cauchemars persistants et une sensation de présence oppressante. Bien que controversé, le travail de Price établit Borley Rectory comme un site incontournable pour les passionnés de paranormal. Ses recherches, bien que critiquées, inspirèrent de nombreuses enquêtes ultérieures. Merci Marcus. On n'a pas tout mis dans le développement. Non. Je vous invite à lire son livre ou éventuellement à regarder. Il y a pas mal de petites séries qui étaient sorties sur le phénomène Harry Price Ghost Hunter. Les recherches d'Harry Price ont jeté une nouvelle lumière sur Borley Rectory. Mais elle a également soulevé beaucoup de questions. Les sceptiques contestent tout, tandis que les passionnés, eux, voient des preuves tangibles d'un monde supernaturel. Alors effectivement, qu'on soit sceptique ou non, 3 familles ont vécu dans le presbytère. Les 3 familles ont rapporté plus ou moins les mêmes choses. Avec peu de documentation, je vous l'accorde, mais ça reste plus ou moins identique. Harry Price, dans ses recherches, 1937, dans la maison, trouve plus ou moins les mêmes choses. En plus, avec des volontaires. Alors certains, sceptiques, ont décrié Madame Foster. Il semblerait, j'étais pas là, il semblerait que Madame Foster avait une liaison et donc, pour détourner l'attention de son mari, aurait fait quelques petits trucs en plus pour que son mari détourne l'attention et soit plus occupé avec les phénomènes surnaturels. Rien de ne le prouve. Il y aura toujours une part de vérité dans une légende, il y aura toujours une part de vérité dans un mythe. Toutes les légendes, tous les mythes partent d'un récit existant. Alors, mythe ou légende, supercherie ou non, du presbytère Borley, en tout cas, plusieurs personnes affirment avoir vu. Ils ont vu. En 1939, le presbytère est réoccupé par le capitaine W.H. Gregson. Et c'est là qu'on se dit, est-ce que la maison est vivante ? À peine emménagé, le capitaine W.H. Gregson renverse la lampe à huile. La maison périra dans les flammes. Tout disparu sur le mystère Borley. Alors, en 1944, tous les vestiges furent détruits du presbytère. Il n'y a plus rien. On a l'emplacement, il y a encore du pèlerinage, vous pouvez y aller sur les sites. Certains disent avoir vécu des choses. Les sceptiques sont sceptiques. Alors, le presbytère Borley, plus grand canular jamais existé, ou une preuve tangible de l'invisible, et fait d'elle la plus grande énigme intemporelle. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que même la nuit, gardez l'œil ouvert.